Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nostromo. Dans cette vidéo, je vais analyser l'opening 2 de la saison finale d'SNK. L'Attaque des Titans a beaucoup de très bons openings, mais celui-ci je pense que c'est vraiment un des seuls sur lequel il y a autant de choses à dire et donc qui mérite qu'on y consacre une vidéo entière. Je vais avancer plan par plan, mais pas forcément dans le bon ordre, en commençant par les meilleurs plans et les plus intéressants, et en finissant par les moins bons. Donc je vous invite à revoir vous-même l'opening avant ou après cette vidéo, ou même en même temps si ça vous chante. Donc juste après le titre, on a déjà un super plan et un des meilleurs plans de l'opening, c'est celui-ci avec Eren qui marche dans la cour. Ce qui est vraiment intéressant dans ce plan-ci, c'est la présence des colombes. Ce qui est important ici, c'est que c'est des oiseaux blancs, et donc qui vont directement nous rappeler ce symbole de liberté. Les oiseaux blancs comme la colombe vont souvent être associés avec la paix, la liberté, la pureté. On en voit par exemple quand on fait des allusions au mariage ou dans l'opening de Kaguya-sama, et on en voit aussi quand il est question d'évasion et de liberté dans l'opening de Princess Principal. Et donc ce qui va être super intéressant ici avec ces colombes, c'est que l'idée de liberté va être développée dans ce plan-là. D'habitude, les colombes, on les représente souvent dans les openings de façon assez fugace, où elles apparaissent à l'écran à un moment où elles apportent justement cette idée-là. Ici, comme on peut le voir, elles sont pas du tout en train de voler, elles sont regroupées, un peu perdues, elles picorent, et elles s'envolent à la fin du plan, mais complètement à l'opposé de la direction du plan. Parce qu'en fait, l'Attaque des Titans, c'est une histoire qui remet en question l'idée de liberté. Enfin, c'est une histoire qui a la volonté de remettre en question l'idée de liberté. Après, est-ce qu'elle le fait ou non, ça c'est sujet à un autre débat. Mais on le ressent fort dans ce plan-ci parce que les oiseaux qui représentent la liberté sont déjà à l'intérieur de la cour où se balade Eren. Donc, dans ce plan-ci, Eren possède déjà la liberté. Et la liberté, c'est quand même quelque chose que le personnage convoite depuis la saison 1. Donc ici, on est en train un peu de pervertir l'image du protagoniste, qui est, comme vous le savez, justement un des développements principaux de cette saison d'Eren. C'est un personnage qui devient un anti-héros. Et donc ici, on voit qu'Eren a déjà cette liberté qu'il convoite, et donc, naturellement, on le voit aussi dans son regard un peu vide, qu'il y a une contradiction qui est en train de se créer, vu que le personnage continue sa quête même après avoir obtenu la liberté. Et donc c'est là que l'histoire va essayer de créer une remise en question, ce qui est super bien représenté dans ce plan-ci. Super important aussi dans ce passage, c'est les paroles, où avec la dernière phrase « I swear », je jure, on a l'impression en fait que le chanteur se justifie. Tout ce que j'ai toujours voulu faire était la bonne chose, j'ai jamais voulu devenir le roi, je le jure. Du coup, cette dernière phrase va un peu impliquer que les deux premières étaient un mensonge. Ou pas forcément un mensonge, mais du moins donner l'impression que le personnage se justifie. Et donc qu'il se met lui-même en tort, qu'il est conscient de ses contradictions. Et ça apparaît aussi dans la deuxième partie. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est sauver ta vie. J'ai jamais voulu attraper un couteau, je le jure. Avec la super traduction française évidemment, mais on fait abstraction. Ici en fait ce que les paroles vont suggérer, de la même façon que le suggèrent les colombes déjà dans l'enclos, c'est que Eren est au cœur d'une contradiction. Dans le couplet 2, on a la contradiction entre la volonté de sauver en général, mais aussi rapport au flashback de la saison 1 où on apprend qu'il a sauvé Mikasa en tuant un des voleurs avec un couteau. Donc il est coincé entre d'une part la volonté de sauver et d'autre part les conséquences de ses actions. Donc d'une part les causes de ses actions, la volonté de sauver, et d'autre part les conséquences de ses actions, le meurtre. Et de la même façon pour le premier couplet, la volonté de faire ce qui est juste et les conséquences de se retrouver avec du pouvoir et donc de la responsabilité. Et c'est ça le cœur de la contradiction du personnage, c'est qu'il continue à avoir des intentions initiales, mais il ne peut pas les préserver en faisant abstraction des conséquences de ses actions. Donc il continue à vouloir faire ce qui est juste, mais pour pouvoir y arriver, le pouvoir qu'il a obtenu nécessite qu'il prenne des décisions qui vont au-delà de lui, vu qu'il s'agit de l'intérêt des autres. Dans le cas de l'histoire, il s'agit de l'intérêt de l'humanité. Et donc il doit choisir entre ses intentions initiales et le coût en fait de ce qu'il a envie de réaliser. Et dans le plan du deuxième couplet, on voit qu'Eren est toujours en train de se balader, mais cette fois il est passé du pied du mur probablement au sommet du mur. Donc de nouveau, de la même façon qu'on, d'une certaine façon, entre grosses guillemets, désacralisait l'image de la colombe et donc de la liberté, et bien ici on a de nouveau une désacralisation un peu du pouvoir, vu qu'il se retrouve, il passe du ras du sol au sommet des murs, à se hisser plus haut que tout le monde en fait, mais dans ce que ça implique pour le personnage, ça ne change rien. Donc de nouveau, les dynamiques de pouvoir ici sont déconstruites. Et ici maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a plus des colombes, mais on a toujours des oiseaux un peu plus gris, c'est des oiseaux migrateurs. Et donc là, on passe d'un oiseau qui représente un idéal parfait, d'une certaine façon, la liberté, la pureté, quelque chose d'intemporel, c'est ça qui est important
dans un idéal, c'est que c'est quelque chose d'intemporel. Et ben ici, on passe à l'idée de migration, qui est une idée de cycle et de retour éternel. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui connaissent un peu la philo, le retour éternel et les idées de Friedrich Nietzsche, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même de ci, de là dans l'histoire de SNK, que ce soit dans des références subtiles avec des noms de personnages ou quoi ou qu'est-ce, à carrément des thématiques principales de l'histoire. Mais donc, pour revenir aux oiseaux migrateurs, on a cette idée de cycle, et en fait, dans le cycle, on perd un peu la notion de sens et ce qu'il y a de final avec l'idée des colombes et de la liberté, parce que les oiseaux migrateurs, ils vont à un endroit, l'année d'après, ils reviennent. Donc, en fait, c'est un voyage qui n'a pas vraiment de sens, qu'ils le répètent encore et encore et encore jusqu'à mourir. Donc, de nouveau, on transporte les idéaux d'Eren, les idéaux du personnage de liberté, etc., dans le deuxième plan vers les oiseaux, et dans une deuxième phase, en fait, on les transforme et on les déconstruit en les opposant à la réalité, en fait. Ce à quoi le personnage se confronte, c'est à la réalité que ces idéaux ne tiennent plus la route une fois qu'il découvre comment est le monde au-delà des murs. C'était un idéal qui venait de quelqu'un qui vivait à l'intérieur des murs, l'envie de se libérer des murs, d'aller voir le monde extérieur, mais une fois qu'on arrive dans le monde extérieur, il se rend compte que c'est plus un idéal qui tient la route et que donc il doit l'abandonner ou alors il doit faire face à ses contradictions. Entre les deux plans, on a ce petit cut assez dynamique avec les personnages secondaires, qui est assez simple dans sa construction, mais qui fonctionne super bien, je trouve, avec d'un côté les Eldiens de paradis, avec dans le plan 1, on les voit dans le passé, et dans le plan 2, on les voit dans le présent, et on a la même dynamique avec les Eldiens du continent, mais cette fois-ci, la transition se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va du présent au passé, là où avant c'était présent au futur, et la transition se fait de droite à gauche, là où avant c'était de gauche à droite, parce qu'il y a aussi une inversion au niveau de ces personnages-là, surtout au niveau, par exemple, de Reiner, qui se remet beaucoup en question dans l'histoire, et qui va un peu à contre-courant de tous les autres personnages. Au moment du drop, on a un plan qui... il n'y a pas grand-chose à raconter dessus, à part le fait que moi je le trouve vraiment génial. Il y a un super timing, un super rythme pour le drop, pas pour le drop, pour le break, avec Ymir et l'arbre. Bref, des plans qui ont vraiment de la gueule, quoi. Ici, brièvement, on revoit de nouveau ces idées de contraste, où on a le Eren qui est dans le ciel, donc qui est de nouveau au sommet de tout, qui a de nouveau accaparé de pouvoir, et qui revient à son enfance, parce que, comme je l'ai dit, les idéaux qu'il transporte avec lui, c'est des idéaux de son enfance, d'une époque où sa vision du monde était très restreinte, et où du coup, en grandissant, ses idées sont obligées de grandir avec lui, et donc de faire face à leurs contradictions. Avec de nouveau le petit plan avec la main et le couteau qui fait de nouveau référence à ce moment clé, parce qu'en fait, ce qui est au cœur du personnage, il y a deux idées qui sont importantes dans le développement du personnage d'Eren et dans ce qu'il apporte à l'histoire. D'une part, c'est la remise en question de la liberté et du pouvoir, et d'autre part, c'est le lien avec la violence. Il y a aussi un questionnement de est-ce que la fin justifie les moyens et tout, surtout dans la saison 4, parce que dans les saisons précédentes, on était encore sur l'île de Paradis, la violence est toujours assez justifiée vu qu'ils se défendaient et qu'il y avait aussi un peu cette antagonisation des ennemis, donc les titans qui étaient des espèces de monstres, puis quand on se rend compte qu'en fait c'est des humains et que le conflit est plus complexe que ça, la violence ne se suffit plus à elle-même. Et Eren, c'est un personnage qui se repose beaucoup sur la violence. En fait, si on met de côté notre regard d'otaku habitué à avoir des persos d'animé gueuler partout et se mettre sur la gueule, humainement, Eren, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement violent. Et on voit même quand il est tout petit, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la violence. En fait, il a presque besoin de violence. Il a un rapport avec la violence très dépendant. Et de cette façon aussi, ses idéaux ont un rapport de dépendance avec la violence. Et donc, c'est naturel que ce soit quelque chose qui soit remis en question dans le personnage. Et c'est là qu'on voit aussi que SNK, c'est une histoire très consciente d'elle-même, même si je sens quand même que au niveau de la fin, ces idées-là que je viens d'évoquer, elles vont pas, à mon goût, suffisamment loin. Elles sont pas assez développées, mais on sent que l'histoire en est consciente. Juste après, on a des plans de nouveau super intéressants où, en fait, on va enchaîner des dizaines et des dizaines de visages qui sont bien chara-designés, donc qui n'ont pas l'impression d'être juste des random PNJ dans le background. Et juste après, voilà, on a ce plan-là qui est pour moi vraiment le plan le plus frappant de tout l'opening, parce qu'en fait, il y a un contraste super puissant qui est établi entre ce plan-ci et les 2-3 précédents. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a un contraste au niveau des couleurs, parce qu'on est en contre-jour dans le deuxième plan, et dans tous les autres, c'est pas le cas. Il y a des couleurs désaturées ici et saturées dans l'autre, dans le plan avec les ombres. Mais c'est surtout que ici, on voit que des visages qu'on ne connaît pas, donc des visages remplis d'émotions, mais de personnes qui nous sont complètement inconnues et qui sont terrorisées, donc dont la peur et la terreur nous est un peu inconnue. Et puis par contraste, dans l'autre plan, on ne voit même pas leur visage, on voit à peine les silhouettes, mais c'est des personnages qu'on connaît tellement bien qu'on arrive directement à les reconnaître. On a au milieu le trio qui est qu'on reconnaît
connaît évidemment vu que c'est les personnages principaux, donc c'est pour ça qu'ils sont au milieu. À droite, on a toujours Annie, Rainer et Berthold qui se mettent tout le temps un peu comme ça de façon croissante décroissante, avec Rainer qui croise les bras, donc qui lui donne encore une silhouette assez forte avec des épaules très larges. Puis à gauche, on a Jean, Sacha et Connie avec cette pose un peu rigolote de Connie. Sacha dont on reconnaît du coup les cheveux longs, qui a aussi une pose un peu bizarre, et Jean qui est au milieu avec son air un peu charismatique. Et puis à gauche, toujours un peu isolé, on a Ymir et Historia. Et donc en fait, le contraste qui est créé entre toutes les personnes des plans d'avant et les personnages de ce plan-ci, il est très très dur à expliquer, mais il est vraiment bien fait, il est très profond. Parce que en fait, tous ces inconnus d'avant, on se sent, on est proche d'eux, ils sont juste en face de nous. Et en fait, c'est leur destin qui est en jeu, c'est leur souffrance qui est en jeu. Des centaines de personnes, que ce soit dans l'histoire des milliers et des millions de personnes, mais surtout dans le plan, parce que c'est le plan qui est en face de nous et qui nous marque, nous les spectateurs. Dans le plan, on a une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes dont le destin est en jeu, et ce destin, juste après, on voit qu'il va être marqué et décidé entièrement par ces 11 personnages. Et donc ça crée aussi quelque chose de presque absurde et d'assez violent, parce que ce qui est aussi super intelligent dans ce plan, c'est que avec leur équipement tridimensionnel et surtout le fait qu'ils sont sur les murs, on reconnaît que c'est une version passée des personnages. Et donc c'est là que toute la subtilité de cette figure de style prend son sens, parce que d'un côté on a de nouveau les conséquences de l'histoire, la souffrance, la mort de personnes, et de l'autre côté on a la cause qui est les idées véhiculées par ces silhouettes, qui sont des idées qui ne sont pas qui sont trop enfantines, en fait, qui sont pas conscience du monde. En fait, c'est des personnages qui cherchent à atteindre un objectif et dont cette quête va déterminer le destin des personnes, mais qui ne sont même pas conscients de ce qu'il y a de l'autre côté des murs, en fait. Vu qu'à cette époque-là, leur vision du monde était très restreinte, leur vision du conflit était restreinte. Même Rainer, Annie et Berthold, qui savaient un peu comment le monde se développait, bah, ils avaient une vision du monde restreinte parce qu'ils prenaient les Eldiens pour des démons. Et donc, une fois de plus, on sent que l'opening sait ce qu'il fait, parce qu'il se perd pas, que ce soit au début de l'opening ou à la fin de l'opening, on a les mêmes idées qui nous sont imprimées à l'image et au son, à l'écran, quoi. C'est cette contradiction entre la réalité et les idéaux. Et justement, ici, les idéaux, on les voit fort dans ce plan, vu que c'est des silhouettes, donc c'est des personnages qui sont un peu déshumanisés. On ne voit plus leur visage, donc tout ce qui reste d'eux, c'est leurs convictions, leurs idées, leurs valeurs, leur personnalité, quoi. Là où, justement, à l'inverse, dans les plans d'avant, c'est des personnages dont on ne connaît rien des idées. En fait, leurs idées et leurs idéaux n'importent pas, vu que ce qui va leur arriver va leur être imposé. Et donc, c'est la réalité. Après, il y a quelques plans dans l'opening qui sont vraiment pas bons, surtout au début. Je pense surtout, voilà, à ce plan-ci, avec le pied du colossal, enfin d'un colossal qui s'abat, qui est vraiment pas dynamique. C'est un plan qui est pas dynamique, qui est pas imposant, qui est pas tremblant, qui est bizarre, quoi. Et puis, il y a ce plan ici, après, qui est juste, enfin, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? On a littéralement que des plans super stylés avant, où justement, en fait, pour faire apparaître l'aspect immense des titans, bah évidemment on ne montre que des petites parties de leur corps, parce que ça nous donne l'impression que l'objet est trop grand pour la caméra, que la caméra est pas capable d'englober l'objet tellement il est gros. Ici on a le pied, ici on a seulement l'ombre, ici on les voit mais on n'arrive jamais à en avoir un en entier parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Puis après le plan en question, on arrive à les englober mais il faut qu'on se mette tellement loin qu'on les voit même plus, et ça donne avec la vapeur un effet aussi un peu mystérieux et inquiétant. Et entre ces deux là, il y a ce plan qui est là, qui a rien, quoi. C'est pas en plongée, c'est pas en contre-plongée, c'est vraiment un plan genre je sais pas comment construire mon image, quoi, avec un mouvement complètement random, enfin qui ne crée rien, enfin on sent qu'il y a l'intention de créer quelque chose mais qui ne crée rien. Enfin je sais pas pourquoi ce plan est là, ça casse toute la super dynamique qui est établie dans les quelques premières secondes de l'opening, et c'est juste un peu dommage. Après c'est pas gravissime. Un peu plus tard on a un peu la même chose avec voilà ce plan du titan marteau qui donne un coup, et franchement j'ai jamais vu un coup qui ait aussi peu d'impact, genre tout est mauvais. Enfin c'est un plan qui arrive à un timing très particulier de la musique, presque le pré-point culminant, donc là où on a que des plans qui construisent de la tension. Juste avant, bah là on a
Voilà, c'est de la merde. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas trop grave. Dernier truc, on l'a encore ici, mais c'est très bref, avec voilà ce plan des canons qui donne un coup de feu. Bah pareil, le coup de feu, on a juste l'impression que c'est un pétard mouillé. Enfin, moi, quand je vois cette image, j'entends rien, je vois rien, je vois juste le truc. Enfin, y a rien quoi. C'est un peu dommage parce que c'est des bonnes idées, c'est des mouvements et des objets qui ont leur sens dans l'opening et qui auraient pu créer quelque chose de très punchy. Bon, évidemment, je chicane sur des détails parce que l'opening est top, c'est un des meilleurs openings que j'ai jamais vu et c'est de loin le meilleur opening d'SNK. Mais voilà, il y a ces quelques plans qui cassent un peu le rythme, on dit bon, c'est un peu dommage. Puis à la toute fin, il y a encore des figures de style, j'ai envie de dire, bon, c'est pas des figures de style, mais c'est parce qu'on utilise de la symbolique de certains objets, qui est super intéressante, c'est celle du papillon. Donc on voit le POV du papillon qui se fait écraser, hop, voilà, et puis on voit le papillon, et donc en fait, faut jamais vraiment trop se prendre la tête pour l'insymbolique, d'être en mode oh putain, les colons, ça représente la liberté, blablabla, en mode comme si voilà, on a vite en tête les symboliques des fleurs par exemple, où on va nous dire que voilà, le coquelicot ça représente ceci, cela, et on sait même pas pourquoi, donc on se dit que la symbolique ça doit être un truc qui nous échappe. Non, il faut vraiment rester dans la symbolique, c'est quand on voit un truc, quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on a conscience de ce que c'est. Bah, le papillon, la symbolique du papillon, c'est deux choses, c'est la beauté, l'élégance et l'éphémérité, je sais pas si c'est un vrai mot, mais le fait d'être éphémère parce que bah, le papillon, il passe 80% de sa vie en tant qu'une petite chenille dégueulasse, et puis quand il sort et qu'il déploie enfin ses magnifiques ailes, bah, il reste pas en vie très longtemps, au bout de quelques jours je crois, il meurt. Et donc c'est pour ça que le papillon est très souvent utilisé comme métaphore de la vie, et pas forcément que dans les animés, hein, dans le cinéma en général ou même ailleurs, c'est parce que bah, ça nous permet de représenter la vie à la fois d'une façon éphémère, parce que la vie, voilà, on naît, on vieillit, on meurt, et voilà, notre passage sur Terre, au final, il est très très court comparé à l'âge de l'homme, du monde, de l'univers, un peu. Et à la fois, il y a cette beauté qui trouve son sens malgré ce côté éphémère, ben voilà, dans sa beauté. Et donc le papillon est souvent utilisé comme métaphore de la vie. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le papillon, il est mort, pas naturellement, mais parce qu'il a perdu une aile, donc il a été tué. Donc ici, on a de nouveau une espèce de contradiction, pas vraiment une contradiction, mais ça va un peu dans le même sens que les idées précédentes de l'opening, parce que c'était déjà quelque chose d'éphémère, mais en plus, on y a mis fin avant même qu'il puisse atteindre la fin de sa courte vie. Donc il y a quelque chose d'un peu ridicule dans cette mort. C'était déjà, la vie était déjà approchée de façon légèrement ridicule, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme avec les papillons, mais donc ici, on y met, on l'achève encore plus vite, il va encore plus accentuer cet aspect-là. J'espère que vous m'avez compris, j'espère pour vous, parce que pas essayer d'expliquer tout ça une deuxième fois. Et sur cette magnifique note, on est arrivé à la fin de l'opening, et donc à la fin de cette analyse, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos si vous avez envie, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos, waouh, et à aller voir mes autres vidéos, il y a une playlist avec toutes les vidéos d'SNK si vous voulez. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était Nostromo.